Bonjour à tous. Côté pile, il y a les chiffres, ceux d'une pauvreté qui explose dans notre pays, sans épargner ni les femmes, ni les seniors, ni les enfants. Côté face, derrière les chiffres, il y a la réalité quotidienne de tous ceux qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ces personnes-là n'habitent pas au bout du monde, elles vivent juste à côté de chez vous, parfois dans le même immeuble que vous. Alors on peut choisir de tourner la tête ou on peut choisir simplement de se demander comment agir. Pour mieux comprendre la situation et tenter de tracer des perspectives, le plus simple est de laisser la parole à ceux qui savent, c'est-à-dire à nos invités, Émilie Moulin, que je vous laisse nous présenter. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. François Chantré, bonjour. Vous êtes ancien journaliste, vous avez décidé de vous engager, devenant le président des Restos du Cœur dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Tania Jakic, vous êtes la présidente de Solidarité 06, une association d'aide aux sans-abri que vous avez créée à Nice en 2012. Et vous avez également ouvert Oasis, un centre d'accueil du jour pour les femmes SDF en partenariat avec le Secours populaire. Bonjour Monsieur Éric Pauget, vous êtes député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes et conseiller municipal de la ville d'Antibes. Bonjour Jean Stelitano, vous êtes secrétaire général du Secours populaire dans les Alpes-Maritimes. Et enfin, je me tourne vers vous, Jennifer Salle, vous êtes adjointe déléguée aux seniors et aux solidarités de la ville de Nice et également présidente de la commission de lutte contre les inégalités et de la défense des droits des femmes à la région Sud. Bonjour et merci à tous d'être avec nous. Merci Émilie. Alors François Chantré, la situation dans notre département semble plus grave que la moyenne de la France. Comment ça se fait ? Très clairement, les Alpes-Maritimes sont sur une terre de contraste. C'est une image, c'est un cliché, mais c'est vrai. On connaît la Côte d'Azur sous ses reflets les plus brillants, et ils existent, c'est une réalité. C'est un pays magnifique. Mais en même temps, il y a une coulisse, et dans la coulisse, il y a des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Je crois qu'on ne meurt pas de faim dans les Alpes-Maritimes, mais beaucoup de gens n'ont pas assez. La situation est celle-là. Beaucoup de gens n'ont pas assez, et ces gens-là se tournent vers nous, vers le Secours populaire, vers d'autres associations, parce que... il y a une statistique qui me frappe beaucoup. Au Resto du Cœur, il y a 60% des gens qui viennent nous voir, dont nous sommes la seule source d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'en dehors des Restos du Cœur, ils n'ont rien. Et pour la plupart, ils ne font qu'un seul repas par jour, où il n'y a que les enfants qui mangent. Vous voyez ? Ou alors on refuse de se chauffer. Ou alors on ne s'habille pas. On arbitre entre des dépenses essentielles. C'est ça le vrai visage de la précarité. Monsieur Stelitano, est-ce que vous avez le sentiment que la réputation, le côté doré un petit peu clinquant de la Côte d'Azur, peut porter préjudice en fait aux personnes qui sont réellement dans le besoin ? Peut-être pas directement. Je pense que le facteur déterminant de cette précarité, comparé à d'autres régions de France, c'est la cherté des loyers. C'est-à-dire que la partie la plus difficile, la plus contrainte, qui est le logement, représente une part plus importante ici qu'ailleurs. Et effectivement, le côté attractif de la région fait que ça a un impact sur l'immobilier. C'est aussi une géographie qui ne permet pas de construire où partout. Et donc, ces contraintes-là font qu'on a une très grande tension sur les logements, notamment sur les logements sociaux. Et donc, aujourd'hui, se loger un 2 pièces, c'est 800 €. Je veux dire, il n'y a qu'à Paris où on trouve des chiffres comme ceux-là. Et donc, d'un côté, les revenus sont les mêmes qu'en Lozère. Mais par contre, on a des coûts, même alimentaires, sur le coût de la vie qui est beaucoup plus cher. Donc, c'est vrai que le reste à vivre des Maralpins est beaucoup plus faible. Nous, on le voit au Secours populaire. La moyenne nationale, on est un peu en dessous de 4 € par jour et par personne, au niveau national. Au niveau de la région PACA, on est à un peu plus de 3 €. Et dans la région des Alpes-Maritimes, on est à moins de 3 €, on est à 2,60 €. Donc, mais c'est pas que les gens gagnent moins, c'est qu'ils dépensent plus. Oui, très bien. Est-ce que la situation est différente ? Je pose la question à vous tous. Il y a une différence entre le littoral et l'arrière-pays ? Oui, très clairement, nous on le constate. On a entrepris une action d'aller vers les gens qui ont besoin de nous. Donc on a une épicerie itinérante qui sillonne les 4 vallées des Alpes-Maritimes. Très clairement, les personnes précaires dans ces zones-là sont en difficulté, plus en difficulté qu'en ville, parce qu'il y a moins de services publics, parce qu'il y a moins d'offres commerciales, donc moins de concurrence, les prix sont plus élevés. Et puis, il y a des fragilités particulières qui sont le froid, donc chauffage, la distance, donc carburant. Vous voyez, il y a toute une série de facteurs qui s'accumulent, en plus de la précarité, qui est assez semblable que de celle qu'on connaît en ville. Oui. Mais il y a ces facteurs-là qui aggravent leur situation. Vous avez parlé de froid. Mardi dernier, à Boulogne-Billancourt, un homme est mort de froid dans une cave. Et au même moment, à Carpentras, une femme s'éteignait sur le trottoir en raison de la chute des températures. Est-ce qu'on est prêt si une vague de froid arrive sur la Côte d'Azur ? Je me tourne vers vous, Jean Stilitano. On n'est jamais assez prêt, mais
Effectivement, je pense qu'on a déjà anticipé. On a vu sur la ville de Nice, donc avec l'hébergement d'urgence dans le gymnase, on le voit avec l'Oasis de nuit. Il y a une réactivité propre. Je pense que la spécificité aussi locale, et il y a une belle représentation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un tissu associatif qui travaille vraiment de concert avec les institutions, que ce soit les villes, le département, les métropoles, qui fait qu'il y a une capacité de réaction qui est certainement au-dessus de la norme en France. Et je pense que ce qui a renforcé cette dynamique, c'est la Covid. Alors, on a tiré les leçons de la Covid, et on est tous partis un peu chacun de notre côté au départ, mais on a appris, et puis la tempête Alex a appris à faire on sait travailler ensemble. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que si demain ça tombait à -10, ça serait quand même catastrophique, mais je pense qu'on a une capacité de résilience entre les associations et les pouvoirs publics et les instances à réagir plus rapidement que dans d'autres régions. D'accord. Moi, je pense que ça a été dit, notre territoire est un territoire complexe, un territoire de contraste, qui a été aussi marqué au cours des dernières décennies par des catastrophes incroyables. Tempête Alex, rappelez-vous les inondations de 2015 et d'autres encore. Et je crois que ce couple association, pouvoir public, et moi je défends le couple maire-association, ça me semble la réponse immédiate sur le terrain, c'est le maire et les associations, a appris à travailler ensemble et a appris à être résilient et a appris à être efficace. Que ce soit à Nice, que ce soit à Cannes, que ce soit dans ma ville d'Antibes, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est parfait, je ne dis pas que, attention, qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, mais on a considérablement appris et on s'est considérablement amélioré au cours des 10 dernières années du fait de ce que notre territoire a vécu. Et pour revenir à votre question précédente, oui, moi j'ai une circonscription qui part du Cap d'Antibes et qui va jusqu'au plateau de Cossol. Et c'est clair qu'on se rend compte que sur le moyen et le haut pays, il y a de plus en plus de jeunes couples, de gens qui travaillent, qui cherchent à s'installer parce que le foncier est moins cher, parce que le coût de la vie est moins cher. Donc sur un territoire très particulier comme le nôtre, qui n'est pas la France, moi, je dis toujours, les Alpes-Maritimes, ce n'est pas la France. Il a fallu que je devienne député et que j'aille que je rencontre des collègues députés du quatre coins du pays pour m'en rendre compte. Les Alpes-Maritimes, c'est pas la France. Et au sein de ce territoire, on a des disparités à quelques encablures, à quelques kilomètres. Antibes, Cossol, c'est 40 kilomètres. Et ça, donc, ça doit nous interpeller parce qu'il y a aussi des problématiques d'aménagement du territoire dans ce moyen et dans ce haut pays en termes de transport public, en termes de densification du foncier. Les maires de ces communes ont très peur que l'on reproduise sur le moyen et le haut pays ce qui s'est passé sur la bande littorale au cours des 60-70 dernières années. C'est-à-dire qu'on densifie. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un des lieux de ressources, un des lieux, des zones de protection sur lesquelles des jeunes couples qui arrivent sur le marché du travail, qui travaillent, peuvent s'installer et peuvent arriver à vivre sur notre territoire. Et ça doit nous interpeller tous. Jennifer Sall, à Nice, c'est quasiment un État dans l'État, dans les Alpes-Maritimes, une très grande ville qui attire énormément de personnes et donc où la précarité est très importante. Comment on fait pour gérer une situation pareille ? Mais écoutez, comme l'a dit Jean Stelitano, on travaille main dans la main, tous ensemble, et on réfléchit, on essaie d'anticiper les situations de crise. Alors, je ne dis pas qu'on est parfait, mais par exemple, effectivement, comme on est tous en lien au quotidien et qu'on connaît tous les difficultés que rencontre notre territoire, on essaie d'anticiper. Là, effectivement, nous ne sommes pas en période de grand froid par rapport à d'autres régions, on va dire, qui effectivement subissent, on n'a pas les mêmes températures, donc le plan grand froid n'a pas été activé par la préfecture. Il n'empêche qu'avec notre maire Christian Estrosi, nous avons décidé, dès le 24 décembre, d'ouvrir un gymnase pour les sans-abri, une 50aine de places, jusqu'à demain soir, pour faire en sorte d'accueillir des personnes à la rue parce qu'on constatait depuis un certain nombre de semaines que la situation devenait de plus en plus problématique, il y avait de plus en plus de personnes à la rue. Nous l'avons constaté, les associations nous l'ont fait remonter, notamment également le SAMU social, la Croix-Rouge, qui nous ont fait remonter tout un tas d'informations. Et c'est vrai que nous avons voulu agir. Alors comme on le sait, effectivement, on est un territoire très proactif en la matière. Donc c'est vrai que quand on a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place, forcément les gens viennent plus facilement chez nous parce qu'on a des dispositifs mis en place pour les aider. Il n'empêche que ce n'est jamais parfait, qu'on essaye de faire de notre mieux, mais nous, pouvoirs publics, nous ne travaillons jamais seuls, nous travaillons en lien quotidien et constant avec l'ensemble des associations qui nous accompagnent dans le travail que nous menons au quotidien pour faire face à la précarité. Alors, pardon. On parle de pouvoir public justement. En 2017, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait dit qu'il ne voulait plus aucun sans-abri à la rue. Aujourd'hui, on en voit encore beaucoup. La faute à qui, selon vous ? Moi, dans la rue, on retrouve tout un tas de personnes qui sont totalement différentes. Voilà. On a des gens qui travaillent,
qui ont des papiers, qui travaillent. On a des sans-papiers. On a des personnes qui sont sur notre territoire depuis des années dont la situation n'est pas régularisée. On a des familles dont la situation est en cours de régularisation ou sont en cours, bref. On a des personnes âgées, de plus en plus. On a des étudiants. Bref, le profil des personnes à la rue varie et est très différent. Donc aujourd'hui, on peut pas généraliser les personnes à la rue. Il y a des gens aussi qui sont à la rue, qui ne souhaitent pas avoir une main tendue, qui n'y arrivent pas, qui au bout d'une 50e, 60e fois qu'ils vont rencontrer un travailleur social, vont accepter. Mais on a tous les profils. Donc dire qu'effectivement, on ne veut plus personne à la rue, oui, c'est un vœu. Après, dire qu'on va y arriver, c'en est une autre. On travaille tous ensemble au quotidien. Mais c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a des moyens qui manquent, disons-le clairement, qui manquent au niveau de l'État, qui manquent parce qu'aujourd'hui, on constate, tous les jours, je vous dis, on a ouvert ce gymnase et on constate qu'on a des personnes, des familles, par exemple, qui arrivent, des personnes qui arrivent, qui ont fait des demandes d'asile. Donc, on suit ces familles-là. Et pour des demandeurs d'asile, comme la réponse n'est pas apportée tout de suite, c'est-à-dire à savoir de leur dire si oui ou non ils ont le droit de rester sur notre territoire, mais la situation dure pendant 5, 6, 7, 8 mois, voire 1 an, voire plus. Ces gens-là s'installent et gardent espoir. Ils n'ont pas le choix. Et ça les précarise encore plus. Donc à un moment donné, peut-être que la solution serait de dire, écoutez, aujourd'hui, mais tout de suite, c'est-à-dire de façon assez claire, dans un laps de temps qui soit court, pour ne pas aussi ajouter de la précarisation et de la violence, parce que rester sur un territoire pendant longtemps et qu'au bout d'un moment on leur dise écoutez, vous n'êtes pas les bienvenus chez nous, on vous raccompagne à la frontière, c'est pas non plus une solution, parce que les gens s'habituent, ils ont des enfants qui aussi sont scolarisés, etc. Donc peut-être que la solution, c'est effectivement d'agir vite pour que ceux qui doivent retourner dans leur pays, y retournent, ça veut dire les pays sûrs, etc. Et puis les autres, on arrive à trouver des solutions, mais des solutions pérennes, pas des solutions d'urgence, qui en fait sont compliquées pour tout un chacun. Une question très bête, Tania Jakic, vraiment très très bête, mais comment devient-on SDF? Est-ce qu'il y a un point commun entre toutes les personnes? Mais, comme Jennifer elle a expliqué maintenant, il y a autant qu'on a des sans-abri, on a autant de raisons différentes pourquoi ils sont devenus les sans-abri. Toutes les catégories qu'on vient de citer, donc on devient, parce que, par exemple, demandeurs d'asile, comme on a expliqué, ils ont pas la solution. Pendant quelques mois, ils se retrouvent à la rue. Je voulais juste ajouter encore une problématique qui est de la rue. En fait, une catégorie sont des gens avec des problèmes psychologiques. Donc, problème psychologique, pour moi, c'est plus important que toutes les autres raisons. Parce qu'en fait, quelqu'un, par exemple, dès que sa situation administrative peut se débloquer, on peut le ressortir. Pour certains sans-abri, ils restent à la rue pendant très longtemps, même s'ils arrivent à la rue, sans les problèmes psychologiques, dans la rue, ils vont les développer. Et à part de là, rien n'est possible. Cette personne, il va perdre espoir, pas de l'espoir, mais envie de faire toutes les démarches, et tout est compliqué après. Donc, pour moi, en ce moment, je pense que allez, 40% minimum de personnes qu'on croise tous les jours, et on le connaît de votre accueil de jour aussi, de 44, à Oasis, à la salle Lérite, qu'on a eu d'opportunités, sont des gens avec des problèmes psy. Donc c'est une autre catégorie, on les traite dans la catégorie de précarité, mais en fait il faut une autre aide pour toutes ces personnes. Alors précisément, quel genre d'aide? Est-ce que ces personnes-là sont diagnostiquées d'une part? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Déjà peut-être savoir quel est leur problème? Certains, ils ne sont pas du tout diagnostiqués. C'est ça qui est le problème. En fait, ils sont détachés, ils sont isolés complètement de tout ça. Et pour les mener chez un psychologue, c'est compliqué. Donc, on a rencontré ce problème à Oasis, par exemple. La personne, on voit, il y a un problème, elle refuse de parler avec un psychologue, psychiatre et tout ça. Donc, c'est très, très compliqué après. Donc, à mon avis, peut-être, il faut trouver les psys qui sont mobiles, qui vont se déplacer dans les lieux, parce que
par exemple, même à Oasis, dans les accueils de jour ou d'hébergement d'urgence, on a une grande majorité des sans-abri qui vont jamais appeler 115, qui vont jamais aller chercher un assistant social. Parce que vous avez vu l'année dernière, l'année d'avant, quand on a fait recensement des sans-abri, la première année, on avait le chiffre 63% de sans-abri qui n'ont pas de suivi social. Parce qu'ils ne vont pas faire les démarches. Ils sont hors circuit et ils ne vont même pas voir les associations parfois. C'est pour ça qu'il y a les maraudes pour aller à eux. On a des femmes sur Nice, que, même si on a mis plein de choses en place, donc grâce à toutes les associations qu'on travaille avec Secours Populaire, grâce à la ville de Nice, grâce à tout, on arrive de gérer pour dans les situations des femmes qui sont à la rue. Et pourtant, il y a certains qui ne veulent pas venir. Ils sont complètement, non, je veux rien, je reste dans mon coin. Et pour ça, on ne peut pas dire c'est le choix de la dame de rester comme ça ou de monsieur. Non, il y a un problème. C'est le choix de personne de se mettre dehors et de rester agressé sur la pluie, Et d'ailleurs, je crois que c'est intéressant qu'aujourd'hui on soit réunis autour d'un terme qui est la précarité et pas la pauvreté. Oui. La précarité, c'est une bulle, c'est un ensemble, c'est la maladie mentale, c'est le mal logement, c'est la mauvaise santé, c'est le décrochage social. Ce sont des gens qui sont cabossés dans plusieurs dimensions, les personnes auxquelles nous avons affaire. Tu expliquais très bien à quel point on avait en face de nous des personnes qui avaient décroché sur le plan psychologique et qu'il est très difficile de rattraper. Alors, il y a des niveaux, j'allais dire, de blessures très différents. Mais dans la rue, c'est vrai qu'on assiste à des cas extrêmes, extrêmement douloureux. Et c'est dur pour tout le monde de rattraper les choses. Au niveau des Restos du Cœur, je dirais qu'on a... Est-ce une chance? J'en sais rien. Mais on a des personnes qui sont logées, qui ont un logement, qui sont mal logées parfois, mais qui ont un logement, qui ont parfois un travail, qui ont souvent une voiture. Ils dorment dedans, d'ailleurs. Vous voyez, c'est des catégories quand même très différentes. Mais c'est bien d'aborder ce sujet sous le plan de la précarité, parce que précisément, ça permet de prendre toute la dimension de la diversité des situations. Et le processus de précarité est un processus qui s'accélère. C'est-à-dire, ce qui est très difficile, c'est d'être suffisamment en amont pour anticiper, et c'est difficile de l'évaluer, parce que, moi je vois sur ma ville d'Antibes, les différentes associations avec qui on travaille nous disent on a de plus en plus de travailleurs pauvres. C'est-à-dire des gens qui ont un boulot, un salaire, qui arrivent plus ou moins à se loger, mais qui sont au seuil de la pauvreté. Et là, alors la solution, je ne l'ai pas, mais il faudrait arriver à anticiper le processus, parce que la précarité, c'est un processus et qui va de plus en plus vite. C'est-à-dire que quand on franchit une étape, on sombre, et on sombre très vite. Et malheureusement, vous avez raison, les problèmes psychologiques viennent se rajouter. Il y a une sorte d'enchevêtrement, d'effet de levier, mais négatif. Comme on parle de processus d'intégration, il y a des processus où on sombre dans la précarité. Et là, c'est très compliqué parce que les cas sont très lourds après. Ils sont lourds en termes de précarité, de fournir de la nourriture, un toit, etc. Mais ils sont lourds psychologiquement. Et aujourd'hui, honnêtement, moi, je ne vois pas, on est relativement démunis. C'est-à-dire même la sphère publique, il ne faut pas se cacher. Je ne vois pas comment on peut faire demain. Dans le système de santé en France, c'est la psychiatrie qui est qui est le plus mal loti. Ça veut dire qu'en cascade derrière, trouver des psychologues, trouver des psychiatres, trouver des sociologues, des gens qui puissent aller empêcher ce processus de précarité, ça va être très compliqué. Et moi, je voudrais revenir à la question initiale. Il y a deux sujets, moi, qui me semblent dramatiques. C'est ces travailleurs pauvres qui décrochent. Ils travaillent, ils sont en phase d'intégration, mais ils décrochent, ils n'y arrivent pas. Et deux, c'est la situation des étudiants. On n'a jamais connu ça dans notre pays. Il y a 30-40 ans en arrière, le statut d'étudiant n'était pas un statut qui s'associait à une notion de précarité ou de pauvreté. Aujourd'hui, vous avez vu la dernière étude qui est sortie hier. 20% des étudiants français qui ne mangent pas à leur faim. Plus de 90% qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Moi, je trouve que quand on s'estime être une grande nation, la France est censée être la 6e ou 7e puissance mondiale, ça devrait nous interpeller parce que ce sont nos jeunes, ce sont des étudiants et ils ne s'en sortent pas. Et on les retrouve dans les différents réseaux d'accompagnement. Alors, on va évoquer la question des jeunes et des étudiants dans un instant, mais c'est vrai qu'il y a certaines populations qui paraissent plus fragiles que d'autres, et notamment c'est le cas des femmes. Tania Jakic, c'est plus difficile d'être à la rue lorsqu'on est une femme? C'est très difficile être une femme à la rue. C'est difficile être un humain à la rue, tout court. C'est pour tout le monde. C'est difficile. Vous pouvez avoir 20 ans en pleine santé et tout ça. Vous restez 3 jours à la rue.
on peut discuter. Donc, on ne parle pas et quand on parle des femmes, ils ont toute la problématique ce que tout le monde peut retrouver à la rue, donc, ou dormir et tout ça, plus les agressions. Et agressions, tous les types, verbales, sexuelles, ce qu'elles subissent les femmes. Comme je dis, ça fait plus de 10 ans que je suis à la rue avec les sans-abri, donc au quotidien. Avant l'ouverture d'Oasis, j'avais aucune idée que c'est enfer ce que les femmes elles vivent à la rue. Je savais que c'est difficile, mais pour ça, on a créé le film qui parle sur la vie d'une femme à la rue. Et c'est une urgence absolue de mettre les femmes qui sont à la rue, de les mettre à l'abri. Est-ce qu'il y a une prise en charge spécifique pour les femmes sans abri? On est en train de construire. Déjà, avec Oasis, on a créé, entre Solidarité 06 et Secours Populaire, on l'a créé à la fin de 2022. Et on est la première accueil de jour pour les femmes sans abri sur la région. Il y a ce type de prise en charge. Je pense qu'on est 5 ou 6 en France entière. 5 ou 6? Oui. Parce qu'en fait, il y a des accueils mixtes, mais plein de femmes, ils vont pas parce que c'est mixte avec des hommes, mais par rapport des agressions et tout ça, ils évitent d'y aller. Donc c'est très important. En fait, on a commencé avec Oasis et maintenant, grâce à Ville de Nice, qui nous ont, Madame Barbossa et toute l'équipe de Ville de Nice, je voulais remercier parce que on avait un accueil de nuit pour 3 mois pour l'instant et qui nous a sauvé la vie, mais sauvé la vie. Dernier moment, combien de femmes on n'est pas obligé on est en stress sincèrement chaque matin quand une femme vient à Oasis. Notre priorité c'est de le trouver hébergement de nuit et tout est saturé de tous les hébergements d'urgence et tout ça. Et maintenant, avec cette solution, on est vraiment, on ne remercie pas assez pour. Vraiment, il faut en fait, il faut dupliquer les choses. J'allais vous dire, le sentiment qu'on a, c'est que c'est insuffisant, en fait. Que c'est bien que ça se fait sur Nice, c'est merveilleux, mais ailleurs, dans les autres villes, dans le reste du département. C'est ça, en fait, quand on a parlé la dernière fois, vraiment autour de problématiques de femmes de la rue, j'ai dit, comme on dit tous, il y a sur Nice, sur notre région, on a un tissu social et caritatif. Vraiment, on travaille tous main dans les mains avec la ville, avec l'État, entre les associations. Et, mais on a plus en plus de monde et c'est difficile de répondre. Donc ici, on arrive à trouver les solutions. Et je me demande pour tous les autres femmes qui sont à la rue, parce que si vous prenez les statistiques, il y a 300 000 sans-abri à la rue, si 38% sont des femmes, que les statistiques disent, il y a 144 000 femmes qui dorment à la rue, qui sont exposées aux agressions, aux viols. On ne parle même pas de côté de précarité. Est-ce qu'elle va manger? Est-ce qu'elle va se doucher? On parle des droits humains d'être protégés de violence. Et comme on sait bien, plein de femmes, par exemple, le viol, on ne déclare pas, surtout les femmes sans abri, ne déclarent pas de viol. Donc si on n'a pas de statistiques, ça veut dire que ça n'existe pas. Et c'est pas vrai. Donc ça existe. Il y a 12 jours, il y avait une fille qui est venue à Oasis, qui s'est fait agresser la nuit d'avant. Donc, et ça se passe tout le temps en bas de chez nous pendant qu'on dort. Donc, et si on parle de la spécificité des femmes, il y a aussi la précarité menstruelle pour les femmes sans abri, mais aussi pour les étudiantes. Aujourd'hui, oui. Une boîte de tampons dans un supermarché, ça peut monter jusqu'à 6 €. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de maîtriser ça ? Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Il y a certaines des associations féminines qui sont en train de créer ils font des collectes déjà. Donc, ils nous fournissent de tout ce qui est hygiénique, en fait, hygiène féminine. Et aussi, il y a tout un mouvement sur les serviettes réutilisables. Donc, oui, c'est écologique et tout ça. Donc voilà.
Voilà. Les Restos du Cœur, d'ailleurs, mettent à disposition dans certains centres, mais encore une fois, ces produits ne sont pas à disposition toute l'année, malheureusement. Mais on met à disposition effectivement des protections féminines dans nos centres. Et c'est vrai que c'est des produits d'hygiène qui coûtent très très cher, et donc c'est très apprécié des personnes qui fréquentent nos centres. Alors, Éric Pauget faisait allusion évidemment à la situation des étudiants. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Parce qu'effectivement, il y a 10 ou 15 ans, être étudiant était plutôt un gage de qualité de vie et de légèreté de vie. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un véritable problème. Ça vient à quoi? Ça tient à quoi? Je pense que c'est le reflet de la paupérisation d'une partie de la société qui est amplifiée sur le public étudiant. C'est-à-dire que pour un étudiant, c'est plus compliqué de s'acheter à manger, c'est encore plus compliqué de se loger, encore plus compliqué de se nourrir, c'est encore plus compliqué de payer ses charges si on arrive à avoir un logement, et tout s'amplifie. Il y a une proposition qui a été faite l'année dernière au Sénat et qui malheureusement n'a pas abouti, et qui serait une proposition, moi je trouve, à remettre sur la table, qui est de créer un ticket restaurant étudiant. Et c'est un sénateur centriste qui a proposé ça il y a 1 an en arrière. Ça n'a malheureusement pas prospéré encore, mais moi je trouve que ce serait une idée à creuser, d'autant plus que là, les tickets restaurants, ils ont prolongé leur validité pour qu'on puisse consommer avec. Mais je trouve que d'avoir l'idée du ticket restaurant, c'est bien ancré dans la population. Un ticket restaurant étudiant pour que les étudiants puissent se nourrir ou puissent acheter des produits de première nécessité. Il y a une idée, je trouve, à creuser, parce que l'idée, par rapport à ce qu'on se dit, c'est d'essayer d'éviter qu'on tombe dans ce qui vous fait agir tous les jours. C'est-à-dire que moi, malheureusement, j'estime qu'en tant que responsable politique, c'est qu'on est en phase d'échec. Alors, heureusement que vous êtes là, et heureusement, il faut s'en occuper, mais vous avez à traiter de plus en plus de monde, et l'idée, c'est qu'il faudrait qu'un peu en amont, on arrive à essayer de colmater la brèche. Et malheureusement, on est dans une société où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est ça, la réalité, c'est les fameux écarts. Oui. Sur la situation des étudiants, moi, j'ai une réalité qui m'effraie en quelque sorte, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la précarité, ça devient génétique. C'est-à-dire qu'on se transmet dans les familles la pauvreté. On a beaucoup de mal, dans une famille qui est pauvre, à sortir les enfants de cette précarité et les faire progresser dans l'échelle sociale. Il y a une espèce comme si l'ascenseur est en panne depuis un certain temps. Ça, on le sait dans nos pays, malheureusement. Mais en l'occurrence, il y a une étude de l'OCDE qui dit qu'en France, une famille pauvre met 5 générations à sortir de la pauvreté. Donc, vous voyez, il y a une espèce de blocage comme ça, de poids lourd. C'est pour ça que nous, on met tellement l'accent sur la petite enfance, pour essayer justement de tirer, de sortir vers le haut des familles qui sont actuellement plombées par la difficulté et qui, d'une certaine manière, reproduisent année après année les mêmes mécanismes d'exclusion. C'est des familles cabossées, et cabossées de père en fils, de mère en fille, et c'est pas acceptable dans notre société. Clairement. Il y avait en février 2023, c'était il n'y a pas très longtemps, ce fameux projet de loi, la proposition de loi qui n'a pas abouti sur le repas étudiant à 1 €. C'était, selon vous, c'est une bonne idée, une mauvaise idée, Éric Pauget? Moi, je trouve que l'idée du ticket restaurant étudiant, pour moi, c'était une bonne idée. Ça n'a pas prospéré, je le regrette, peut-être ça reviendra, mais d'avoir, alors on appelle ça un ticket restaurant parce que c'est communément accepté, ou un chèque, ou je ne sais pas, mais un système qui permette à nos étudiants qui ne sont pas dans des zones où il y a des restos universitaires ou ce genre de choses, qui leur permettent de se nourrir et qui leur permettent d'acheter des biens de consommation immédiats, ou faire les courses, exactement. Je trouve que c'est une idée à creuser. Quand on voit la paupérisation du monde étudiant, et en plus, pour reprendre ce que disait monsieur, il a parfaitement raison. Ils se forment, ils sont étudiants, mais on leur inculque les gènes de la précarité. Et ça devrait tous nous interpeller. Nous responsables politiques, comme citoyens dans notre France d'aujourd'hui. Et là, moi, je trouve que l'effort majeur est là. Bien sûr, il y a le problème des femmes, bien sûr, il y a le problème des travailleurs pauvres, mais je trouve que sur le public étudiant, s'il y avait une action majeure à mener, elle est là, à mon avis. Après, il y a des choses qui sont faites. Il y a des épiceries sociales et solidaires pour étudiants. Donc à Nice, on en a d'ailleurs 2. Une qu'on a ouverte en collaboration avec la FACE 06 en 2012. Donc ça remonte quand même un petit peu. Une deuxième qu'on a ouverte dans le quartier de Saint-Roch à Nice. Et puis qui a fait des petits, c'est-à-dire ils font aussi restaurant social et solidaire. Parce qu'on s'est aperçu aussi à la période de la Covid que ça a été un moment où on a vu encore plus cette précarité étudiante, parce que les étudiants se sont retrouvés seuls, en plus de la précarité qu'ils subissaient au quotidien,
que c'est là en fait où ça a vraiment émergé, où ça a été plus visible entre guillemets. Ça a toujours existé, mais ça a été plus visible. Et donc c'est là où quand même on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'étudiants qui, en plus de la précarité, c'est-à-dire du manque de moyens qu'ils subissaient au quotidien, vivaient en plus un mal-être personnel parce qu'ils étaient seuls. Et donc, non seulement ils étaient démunis, mais en plus seuls. Et donc, c'est vrai que d'avoir pu aussi avoir ces restaurants sociaux et solidaires, de pouvoir se rencontrer, parce que à la fois, cette précarité crée aussi un mal-être et un isolement qui peut être très problématique. Donc, ça aide aussi à se réinsérer, ne pas être seul. Le restaurant étudiant, le restaurant social et solidaire, par exemple, qui ouvre plusieurs fois dans la semaine, ça permet aussi aux étudiants non seulement d'avoir un repas qui est gratuit, mais également d'avoir un moment de convivialité et de partage avec des étudiants de tous bords, totalement normal, qui peuvent échanger entre eux. Alors pour les étudiants, on parle aussi de la précarité numérique, la difficulté d'accéder, de se payer un abonnement pour un smartphone, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait sourire ou est-ce que c'est quelque chose que vous prenez réellement au sérieux? Je ne sais pas qui veut répondre. Je trouve que c'est très sérieux, parce que c'est une fracture supplémentaire. Et très évidemment, nous, on voit au Resto du Cœur des personnes qui ont la plus grande difficulté, par exemple, à aller à un rendez-vous à la CAF, tout simplement, parce qu'elles ne savent pas se servir Et comme vous le savez maintenant, les accès aux services publics, c'est de plus en plus dématérialisé via des plateformes. Les personnes qui n'ont pas ces aptitudes-là et qui ont souvent honte de ne pas les avoir, ils sont isolés, ils ne demandent pas leurs droits. D'ailleurs, c'est un des aspects auxquels on est confrontés, c'est le non-accès aux droits. C'est-à-dire c'est pas des personnes qui touchent trop, c'est des personnes qui touchent pas ce à quoi ils auraient droit en théorie, parce qu'ils ne savent pas le faire et qu'ils n'ont pas le courage de le dire ou ils ont honte de le faire. Alors, depuis maintenant plusieurs mois, on a une antenne mobile qui s'appelle le Proxibus, qui a une double vocation à aller dans les vallées, dans les zones blanches et sur les campus universitaires. Il distribue pas à manger, mais par contre, il fait de l'accès au droit, de l'accès au numérique. Et effectivement, le aller vers, c'est-à-dire de se mettre au pied des immeubles où habitent les étudiants pour aller à leur rencontre malheureusement un grand succès. Parce que effectivement, il y a ces difficultés d'accès. C'est-à-dire qu'aller sur Instagram, il n'y a pas de souci. Mais aller sur son compte Amélie, ouvrir ses droits, revoir pourquoi son compte est bloqué à la CAF, c'est tout de suite un obstacle. Il y a de la prévention aussi autour de la santé, de la prévention. Et on voit qu'il y a une très très forte demande de la part des étudiants. Après, pour en revenir au niveau de cette précarité étudiante, encore une fois, il faut revenir à c'est quoi le plus gros poste de dépense d'un étudiant? La nourriture, c'est pas le plus gros poste, loin de là. C'est effectivement, c'est le logement. Et sur le Crous, par exemple, Nice-Toulon, avec qui on travaille depuis des années, puisqu'on a des antennes étudiantes, grâce au Crous d'ailleurs, on voit bien que là, spécifiquement dans notre région, on a un Crous très actif. Avec des mises à l'abri d'étudiants, il y a un vrai travail de collaboration. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions de France. Il y a des régions de France où les Crous refusent de travailler avec le Secours Pop. Voilà, parce qu'ils considèrent qu'ils font très bien le job et qu'ils n'ont pas besoin du Secours populaire. Donc là aussi, il y a des spécificités locales et des forces. On a des lignes fortes sur le département. Et effectivement, je pense que le fait de développer, il y a eu des grandes opérations de rénovation de logements étudiants, c'est la clé. C'est-à-dire que si effectivement l'étudiant du jour au lendemain, au lieu de payer 600 €, il n'en paie plus que 400, il n'a plus besoin d'aller au Secours populaire ni au Resto du Cœur. Donc c'est là où les pouvoirs publics doivent donner les moyens là où il faut. Et effectivement, alors nous on s'inscrit un petit peu au Secours populaire, on a une position, on n'agit pas sur les causes, parce qu'on considère que c'est au rôle du député et des élus. Nous on agit sur les conséquences. Et effectivement, ce qu'on a pu constater, et je pense qu'on partage ces analyses, c'est que, je prends un exemple du chèque énergie. Le chèque énergie, il a été distribué de manière à permettre aux Français, et puis du jour au lendemain, on dit on arrête. Oui, on arrête pour tout le monde. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, tous les gens qui vont avoir leur facture d'EDF arrivée au mois de janvier, février, ils vont se la prendre pleine barre. Alors, quelqu'un qui gagne 4 ou 5 000 € par mois, il ira une fois au restaurant en moins. Ça ne va pas non plus. Par contre, celui qui est à 1 400 € par mois,
Et ben là, ça va tout changer. Et ce qu'il va faire, il va franchir les portes de nos associations pour aller chercher de l'aide alimentaire parce qu'il va falloir payer le loyer et payer la facture d'électricité. Et donc, nous, ce que l'on dit, c'est que tous ces dispositifs d'aide doivent être ciblés. C'est-à-dire que quand on a entendu ce chèque énergie, quand on a entendu cette aide, la prime au carburant, tout ça, c'est distribuer de l'argent, pas nécessairement à des gens qui en ont nécessairement besoin. Et pour nous, l'idée du restaurant à 1 euro, ça ne touche pas tous les étudiants. Il y a des étudiants qui n'ont aucun problème de fin de mois, au contraire. Et donc, aujourd'hui, pour nous, il est important que l'on cible. Mais comment on cible ? Et c'est là où, effectivement, je pense qu'il y a le logiciel n'est pas le même du côté des élus que du côté des associations. Nous, ce qu'on dit à nos associations, c'est qu'on est sur le terrain. Entre les Restos du Cœur, le Secours Populaire, toutes les petites associations, ce sont des millions de gens qui viennent dans nos... Nous les connaissons. Les pouvoirs publics, eux, se basent sur des instruments qui s'appellent l'INSEE. Un truc complètement froid, anonyme, et on vous dit, vous avez 4 858 000 personnes. Sauf que nous, on les connaît. Tous nos bénévoles connaissent. Et on sait que la réalité, elle est bien au-delà de ce chiffre. Et à partir du moment où vous avez un indicateur qui n'est pas le même du côté des associations, qui exprime un besoin et des difficultés, et d'un autre, des élus qui prennent des décisions sur d'autres indicateurs, il y a des écarts. Et aujourd'hui, les étudiants que vous voyez qui se plaignent aujourd'hui, ce sont ceux qui sont entre ces deux fourchettes. Parce que l'INSEE dit quelque chose, et nous, on en dit une autre. Et au milieu, entre les deux, il y a tous ces gens-là qui viennent dans nos épiceries, qui viennent nous chercher de l'aide, ou qui vont même jusqu'à... Vous savez, on est dans une antenne étudiante, le nombre de jeunes femmes qu'on a évité qu'elles tombent dans la prostitution. Parce qu'elles étaient soit se nourrir, soit payer le loyer, et préféraient vendre leur corps. Donc, c'est une réalité. Ça, on le sait. Et ça, c'est pas écrit à l'INSEE. Et donc, aujourd'hui, ce que nous disons... Comme il y a eu la prime de fin d'année qui a été distribuée, sur quelle base ? Sur les bases des allocataires. Très bien. Mais est-ce que tous les allocataires viennent chez nous ? C'est qu'une petite majorité de gens qui viennent. Les autres ne sont pas allocataires. Et donc, c'est important qu'enfin, on se dise, mais pourquoi est-ce qu'on vante autant les mérites de nos associations ? Les élus ici, autour de cette table, tout le monde est unanime pour dire, sans les associations, on n'y arrive pas. Sauf que quand les associations disent, oui, mais attendez, quand on vous dit qu'il y a 4 millions de gens qui sont venus au Secours Populaire, qu'il y en a X millions, et quand on additionne tous ces gens-là, même si on enlève les doublons, on est à 40 ou 50% de plus que vos chiffres, pourquoi à ce moment-là, vous ne nous écoutez pas ? Pourquoi vous n'entendez pas notre message ? C'est pour ça que moi, je plaide pour ce couple maire-association. Nous, c'est ce qu'on a fait en Antibes. Le CCAS, je pense que ça doit être pareil à Nice et dans les autres grandes villes, mais le CCAS a la charge de réunir toutes les associations sur le territoire antibois. Toutes les semaines, il y a une réunion de coordination, déjà pour faire en sorte que ce soit efficace et efficient, mais justement pour aller au-delà du cloisonnement. On est dans un pays hyper cloisonné. Et donc, cette réunion a la vocation à faire le point avec les associations qui nous disent telle famille, elle est juste en dessous, juste en dessus de la fameuse marge INSEE, mais elle a besoin d'aide. Et là, le CCAS de la ville d'Antibes apporte une aide. Mais ça, c'est du chirurgical. Et ce chirurgical ne peut se faire qu'au plus proche du terrain. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire du logement, notamment le logement étudiant. Moi, ce que j'essaye de plaider, on l'a fait nous sur Antibes, c'est toujours sur l'idée de décloisonner, faire du logement étudiant, mais le mixer avec du logement saisonnier. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui devrait prospérer, c'est de dire quand on fait un programme de logement étudiant, on a aussi la problématique de l'attractivité touristique et du logement des saisonniers. Nous, on a fait 2 programmes sur Antibes, un à Jean-les-Pins, un milieu Antibes-Jean, où de septembre à juin, c'est du logement étudiant, et du 20 juin au 10 septembre, c'est du logement saisonnier. Ce qui nous permet, entre guillemets, de rentabiliser l'investissement en termes de logement et qui nous permet d'être efficace. Parce que le besoin qu'on a pour nos acteurs touristiques de logement de saisonniers, il est réel pour l'attractivité touristique du territoire. Et on comble aussi le problème du logement étudiant. Mais le problème, c'est que dans notre pays, on est trop cloisonné. C'est-à-dire, quand on dit on fait du logement étudiant, eh bien, c'est que du logement étudiant. Et quand on dit qu'on veut faire un logement saisonnier, c'est pris en charge par les professionnels du secteur et ils ne peuvent pas en faire autre chose que du logement saisonnier ou du logement économique. Il faut qu'on arrive à décloisonner. On y arrive si on met un petit peu de bonne volonté. Et nous, je vous dis, on a fait 2 beaux programmes sur Antibes qui fonctionnent comme ça. Et là, on apporte une solution, je veux dire, les pouvoirs publics apportent une solution qui est efficiente et qui permet modestement, nous, à l'échelle d'Antibes, de résoudre une partie de nos 2 problèmes, logement des saisonniers et logement des étudiants.
Alors, Éric Pauget, sans pointer un gouvernement ou un autre, vous n'avez pas le sentiment que globalement, les pouvoirs publics ont un peu sous-estimé le problème depuis 10, 15, 20, 30 ans? Je pense que la vision étatique, nationale, centralisée est décorrélée de la réalité du terrain. Entre ce qui se décide, moi dernièrement, je vous l'ai dit, j'ai interrogé la ministre Aurore Berger la fin décembre dans le cadre d'une QAG. Elle me fait une réponse en disant « j'ai mis X millions de plus ». Bon, ça me fait une belle jambe. Est-ce que vous les voyez, les X millions? Vous allez les voir peut-être un beau jour, mais il y a une décorrélation entre le national, la vision de la politique nationale et la réalité sur le terrain. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est un des problèmes. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup plus de décentralisation, notamment dans le social, dans la solidarité, dans le troisième mot de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Dans la fraternité, c'est quelque chose qui peut se mettre au fronton de la République, mais qui se décline localement. Et ça, il faut que ça devienne dans notre ADN. Ça, c'est un premier problème. Et après, le deuxième sujet, c'est vrai aussi que depuis 20 ans, on a une paupérisation de notre société qui font que, ce que je disais tout à l'heure, les riches sont de plus en plus riches, mais les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et donc, l'écart est important. Et là, on dévie des fondamentaux de ce que devrait être la République française. C'est-à-dire que ceux qui ont fait un peu de maths, on a tous appris l'écart à la moyenne. L'écart à la moyenne, il est en train de s'accroître. Alors, pour celui qui est dans la partie haute, il va s'en sortir. Celui qui est dans la partie basse, c'est de plus en plus compliqué. Et ça devrait nous interpeller politiquement, philosophiquement et humainement aussi. Ça interpelle aussi les associations comme la nôtre, parce que pour nous, là, il y a un vrai sujet de fond pour le Secours populaire, mais je pense que c'est partagé par les amis d'ici autour de la table. C'est que notre mission, au départ, c'est une mission humanitaire. On est là pour être, à un moment donné, dans la vie, un accident de la vie, et intervenir de façon ponctuelle. On n'est pas là pour faire de l'assistanat et aider tout au long de la vie quelqu'un. On doit être là pour, au moment où il tombe, l'aider à se relever, lui donner des outils pour pouvoir continuer son parcours de vie. Aujourd'hui, on le voit, depuis la Covid, ça s'est vraiment accéléré, où là, on devient une mission de service public. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à sortir de la précarité. Oui, c'est-à-dire qu'on n'aide plus nécessairement que des gens qui ont des accidents de la vie. On devient des sous-Lidl, des sous-Aldi, on devient des annexes de Pôle emploi, parce que les mesures qui ont été prises en matière de lutte contre le chômage, quand une décision est prise au niveau d'un gouvernement pour réduire les droits ou pour les durcir, ça c'est un choix politique, là-dessus on ne juge pas, mais par contre les conséquences, elles sont où? Le nombre de gens qui tombent en fin de droit. Donc après, si effectivement on nous dit bah oui, comment ça se fait que vous avez plus de monde? On va vous expliquer. À partir du moment où vous durcissez certains droits, certaines allocations, on parle des allocations logement, on a parlé tout à l'heure des étudiants, il y a eu un dispositif pour réduire les allocations logement. Donc, à partir du moment où il y a des effets, des politiques qui sont menées, et que à un moment donné, on ne se pose pas juste la question d'analyser ces effets de la politique, et dire, quand on fait cette mesure-là, 2 ans après, c'est quoi les effets de cette mesure? Alors, on peut dire que c'est le plein emploi. Moi, j'ai toujours été très étonné dans toutes mes publications, c'est de dire, d'un côté, on nous annonce du plein emploi, et on n'a jamais eu autant de monde dans nos épiceries. Donc, c'est que ce plein emploi-là n'est pas un plein emploi à vie, c'est un plein emploi à la survie. C'est un plein emploi qui n'est pas une solution, en réalité, puisqu'on a des travailleurs pauvres. On a des travailleurs qui sont sans abri. Au Resto du Cœur, on reçoit des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui ont des petits contrats, qui travaillent, travaillent, Qui vivent dans la rue. mais ils vivent ou dans leur voiture ou dans la rue et ils ne finissent pas le mois. Nous, on a 60% des gens qui viennent chez nous qui n'ont plus rien après les premiers jours du mois, quoi. Ils finissent le mois sur la jante. Alors, on a parlé des femmes, on a parlé des étudiants, les seniors également, les retraités. On avait l'impression, ça aussi, c'est des idées tout à fait reçues, mais que sur la Côte d'Azur, les retraités sont plutôt des gens heureux. Et puis on découvre qu'apparemment, c'est pas le cas, réellement. Il y a des retraités heureux sur la Côte d'Azur, il y en a beaucoup, sûr. fort heureusement, hein. Mais il y en a aussi beaucoup. Et là, c'est une autre configuration. On a des personnes qui ont des revenus très limités, très faibles, qui ne font pas face à une situation d'inflation galopante, qu'on connaît, on ne va pas s'étendre là-dessus, et qui se disent, jusqu'à la fin de mes jours, ce sera ça, puisque ça n'évolue pas. Les retraites évoluent très peu, et les revenus qui sont en face, eux non plus, ne suffisent pas à vivre, tout simplement. Le logement, on sait ce qu'il en est. Peu de retraités modestes sont propriétaires de leur logement, malheureusement. Et donc là, il y a aussi un facteur de précarité. On les voit dans nos centres d'activité. Et c'est des personnes... moi, ça me crève le cœur parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'espoir projeté.
vis-à-vis de ces personnes-là. Puisqu'il n'y aura pas de reprise d'activité, il n'y aura pas de solution à court terme. Donc on sait qu'on est là, comme tu le disais, Jean, dans une mission de service public, quoi. On assiste des quantités entières de retraités qui vont rester à nos côtés et on sera là jusqu'à la fin de leur jour. Mais c'est là aussi où, Vas-y. c'est là aussi où on met en place, nous, collectivités, des mesures pour le pouvoir d'achat des seniors aussi, pour essayer d'améliorer la qualité de vie et de faire en sorte qu'ils puissent aussi, sur certains postes, faire des économies. Et donc, par exemple, c'est pour ça qu'à la ville de Nice, on a créé un restaurant solidaire et social pour les seniors de la ville de Nice avec des repas à 3 €. Parce que ce sont des moments où justement ils peuvent bien manger, parce que c'est un moment où ils peuvent manger équilibré, mais pas que, parce qu'on constate aussi à nouveau, et je le répète souvent, mais il y a cette précarité financière, mais il y a aussi la précarité et l'isolement social qui se rajoute à la précarité financière et qui fait qu'à un moment donné, on peut être en exclusion et on peut à un moment donné devenir sans-abri parce qu'on a été exclu, pas que financièrement, socialement, etc. Et un accident de la vie, ça arrive aussi quand on est senior. Donc c'est vrai qu'on met des mesures en place pour faire en sorte d'éviter cet isolement, que ce soit un isolement social, que ce soit un isolement financier. Bref, on essaie de maintenir pour faire en sorte justement que ces seniors vivent bien jusqu'à la fin de leur vie. On est là pour les accompagner. Au Centre communal d'action sociale, on est là pour les accompagner. À la ville de Nice aussi. Il y a une idée aussi, fausse idée. On dit toujours la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, terre, entre guillemets, excusez-moi, de vieux, terre de personnes qui viennent passer leur retraite. Oui, dans le flux de personnes qui ont les moyens, mais le flux inverse est très important. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont fait leur carrière, qui arrivent à la retraite et qui disent, maintenant, je sors du monde professionnel, je prends ma retraite et je pars. Je repars dans une région où il y avait des liens familiaux ou autre, parce que le coût de la vie est moins cher. Ça, c'est un élément qui devrait aussi nous alarmer. Deuxième chose, c'est que ce service public de la grande précarité dont vous avez la charge, il est fondé sur le bénévolat. Il ne faut pas l'oublier. Ça devrait aussi nous interpeller. C'est-à-dire que c'est une colonne vertébrale de bénévoles qui s'engagent, qui font tourner ça. Demain, ces bénévoles, eux aussi vieillissants, eux aussi usés, eux aussi fatigués ou par manque de reconnaissance, disent « on peut plus ou on veut plus ». Mais il y en a de moins en moins. Quelle est la réponse de la sphère publique ? Parce que les Restos du Cœur, Secours Populaire, votre association, enfin moi les miens que j'ai chez moi sur Antibes, je vais régulièrement les voir, c'est tout des bénévoles. Et c'est plutôt des bénévoles âgés. Mais justement, et c'est ça l'inquiétude. L'inquiétude, elle est là. Mais ma question est peut-être naïve, mais quand on entend le discours des associations, ça choque tout le monde, on comprend tous le discours qui est tenu. Pourquoi ça bloque ? Pourquoi pourquoi il n'y a pas d'action de l'État derrière ? Qu'est-ce qui fait que sur le terrain, ça reste comme ça et ça n'avance pas, quoi ? Je peux répondre ? Oui, bien sûr. Voilà. Parce que, en ça fait, nous arrange. Quand j'ai commencé mon association avec des sans-abri il y a plus de 10 ans, j'ai l'impression qu'on avait un autre profil de sans-abri. J'ai l'impression que, dernier moment, on a plus en plus déjà, et un autre profil, parce qu'avant, on avait des petits messieurs sympas qui, c'est un peu... il reste dehors, il picole un petit peu et tout ça. Vous voulez qu'on s'occupe de vous? Non, le toit, c'est mon ciel et tout ça. Aujourd'hui, tout est changé. Comme nous, comme association, on n'a pas de famille, parce que rarement on trouve les enfants à la rue, mais rarement, en général, ils sont pris en charge par l'État et tout ça, par 115 et des autres. Donc, avant, sans savoir, en fait, de rentrer dans toute cette problématique de précarité et tout ça, je pouvais me poser la question, mais mince, la ville, qu'est-ce qu'il fait quand on voit autant de sans-abri? L'État, il fait quoi? Les associations qui sont financées par l'État ou par la ville, qu'est-ce qu'ils font? Mais je peux vous dire, tout le monde fait beaucoup. L'État, il fait beaucoup parce que nous, on voit les gens qui sont pris en charge, mais on voit pas tout ce qu'ils ont déjà pris en charge. Ville de Nice, on peut, ou Antibes, je ne sais pas, on peut dire oui, ça, il faut améliorer tout ça, mais les gens ne voient pas tout le travail qui est derrière. Ils ne voient pas combien on a de l'écoute de Ville de Nice aussi par rapport à notre problématique. On a plein de choses qui sont mises en place. Je sais que vos associations, ils travaillent autant que la mienne. On s'est investi avec des bénévoles et on donne vraiment tout ça.
ça, et pourtant, on a des problèmes. À mon avis, on est trop dans le schéma comment c'était avant et comment on a géré les choses avant le Covid. Je ne sais pas comment c'était avant en France, mais je pense que tout est changé maintenant. À partir de Covid, je ne sais pas, Jean, chez vous, est-ce que c'est plus en plus dur, c'est plus en plus difficile et on n'arrive pas, en fait, on est submergé, on est tous submergés, l'État, la ville, nous, par rapport à la problématique que vous dites. Logement, les prix, si vous voyez les prix, comment ils sont augmentés ces derniers 10 ans, mais et les salaires, pas autant. Donc, il faut tout réviser, à mon avis, pour pouvoir réagir comme il faut. Alors, Éric Pouget a pointé un point qui est très important, me semble-t-il, c'est la fatigue des bénévoles, le fait que les bénévoles sont usés. Est-ce que vous le ressentez réellement dans vos associations? Oui. Oui. François Chantrey, oui. Oui, tout à fait. On a une classe d'âge qui constitue l'essentiel de nos rangs. Hein. C'est les 60-70 ans, 75 ans. Bon, c'est des populations, c'est des bénévoles qui sont formidables. Hein. Ils sont géniaux parce qu'ils ont eu une vie avant, ils ont des compétences, ils ont des envies. En plus, ils sont en bonne santé pour la plupart. Mais ils s'épuisent. Ils s'épuisent littéralement parce qu'aujourd'hui, les associations fonctionnent uniquement avec des bénévoles et ils sont mobilisés mais tout le temps pour conduire un camion, pour faire une distribution, pour décharger une palette, pour aller chercher des vêtements, pour accueillir. Oui, et puis on n'arrive pas du coup à ce qu'il y ait un gros pool de bénévoles pour pouvoir ne le faire qu'une fois par semaine. Donc ça veut dire qu'à force, ils doivent le faire plusieurs fois par semaine. Ouais. Certains ont quand même une vie aussi à côté, faut le dire, une vie active. Et donc du coup, il y a cet épuisement, ce phénomène d'épuisement qui existe. On le rencontre d'ailleurs tous les week-ends sur notre site Elle nous a, où nous faisons les petits-déj de la solidarité avec les associations qui sont en face de moi. Et au début, il y avait tout un tas de bénévoles. C'était il y a 2 ans. Et puis aujourd'hui, ils sont 4 bénévoles à agir toute l'année. Donc là, on est en train de se poser la question de savoir comment faire. Donc le but... comme on discute tout le temps entre nous, c'est à nouveau un travail d'équipe. On essaye de lancer des appels aux différentes personnes qu'on connaît. Moi, on est en charge des seniors, on peut très bien envoyer un appel à candidature pour les seniors. Et puis, on a décidé aussi de monter avec la ville de Nice et sous l'impulsion de notre maire, un salon du bénévolat pour que les associations soient présentes ce jour-là et fassent un appel à bénévolat pour qu'elles puissent aussi avoir des bénévoles nouveaux pour présenter leurs actions, pour présenter ce qu'elles font et pour donner envie aussi, alors pas qu'aux retraités, parce qu'il y a aussi des jeunes qui ont envie de donner de leur temps. Après, la problématique, c'est que ça perdure dans le temps. Donc, plus on arrive à avoir des bénévoles, plus on arrive à avoir une action, faire tourner les bénévoles, et moins ça épuise. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a des gros besoins. Après, il y a encore une autre chose. Par exemple, on avait une grande vague de bénévoles pendant la crise de Covid, pendant la tempête Alex et tout ça, parce que je pense que les citoyens, on se sent touchés. Nous, personnellement, ça peut nous arriver. Et ils ne comprennent pas que sans-abrisme, ça peut arriver à tout le monde. Donc, on a tous les profils des gens qui sont à la rue. Et la crise passe, on continue avec notre vie et on oublie ça. Si on a 300 personnes qui dorment au mois de janvier à la rue, c'est la crise. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas, on passe à côté des sans-abri, à côté des personnes âgées qui sont dans la difficulté, à côté des gens. À Oasis, on a des filles de 18 ans, et des femmes de 85 ans. Donc, qui sont à la rue. Donc, et je pense que les citoyennes, en fait, on s'habitue de voir les gens qui sont à la rue. C'est pas normal. C'est ça qu'il faut expliquer tout le temps, que c'est pas normal de laisser une personne dehors. Donc, et que tout le monde se prend en conscience de ça et donner un peu de son temps. Parce que moi, je viens d'un petit pays qui on n'a pas ni l'aide comme vous avez de Ville de Nice, de Ville Antibes, ni l'État, ni autant d'associations. Et pourtant, on ne laisse pas les gens dehors. Déjà, chez moi, on fait moins bas en hiver. C'est très important ce que vous dites. Donc, parce que ça, c'est une modification, à mon avis, structurelle de la société. Il y a 50 ans en arrière, dans une structure familiale, une structure sociétale, excusez-moi le terme, mais accueillir le pauvre
ou avoir un engagement solidaire vers les plus fragiles, ça faisait partie de l'ADN de la société dans laquelle on était. Et malheureusement, on est dans une société qui s'individualise, qui se matérialise, qui se replie sur soi. Et donc, ces choses qui pouvaient paraître naturelles, comme je ne sais pas de quel pays vous venez, mais D'ex-Yougoslavie, voilà, on qui dirait, ouais. pouvaient apparaître naturelles. Moi, quand j'étais gamin, mes grands-parents, d'eux-mêmes, nous, au camping, on logeait des gens qui ne savaient pas où se loger. Mon grand-père faisait ça. C'était dans l'ADN. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Aujourd'hui, c'est fini. Et donc, du coup, voilà, on rentre à la maison, on ferme la porte, on branche la télé, on branche CNews ou BFM ou LCI. Voilà, et puis, on connaît du monde que ce que le petit écran veut bien nous dire. Mais on n'a plus ce contact-là. Et moi, je trouve que pour essayer de redonner du goût de citoyenneté, du goût de solidarité, il y aurait des actions à imaginer envers les jeunes. Ça passe par la formation. Alors la formation, la sensibilisation, la Croix-Rouge d'Antibes, il y a pas mal de jeunes qui viennent. Alors, pas tout de suite leur demander, ils ont aussi leurs problématiques de jeunes, d'étudiants, etc. Mais trouver des moyens de sensibiliser un public plus jeune à l'engagement bénévole, à l'engagement citoyen et en prisme à la fragilité que connaissent un certain nombre de nos concitoyens, eh ben c'est quelque part refaire un petit peu société comme ça pouvait se faire il y a 50, 60, 70 ans en arrière, qui était fait dans les structures familiales. Monsieur Stelitano. Je pense aussi, une des crises du bénévolat, c'est le problème, c'est que les gens, ça manque de cohérence. Je m'explique. C'est-à-dire que il y a quelques années de ça, des dizaines d'années, le modèle de société faisait que les gens, ils étaient militants, ils avaient des convictions. Et puis, en face d'eux, il y avait des situations de crise qu'on a pu rencontrer par le passé, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on vit dans une société dissonante. C'est-à-dire qu'on a un flux d'informations et qui sont contradictoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on s'engage comme bénévole ? Pourquoi est-ce que je vais donner ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire mon temps ? Si je le fais, c'est que je veux que c'est du sens. Et là, le problème, c'est qu'on le voit bien. On a des bénévoles qui viennent, ils viennent une semaine et après ils repartent. Pourquoi ? Parce qu'en face d'eux, ils ont des gens et ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'il est là ? Pourquoi est-ce que cette dame qui travaille, elle vient ? Et derrière, dans les rayons, j'ai de moins en moins de choses à lui donner. Et donc, il y a une frustration et un sentiment d'incapacité. Et du coup, et de se dire, mais de côté, moi, je donne du temps, et puis quand je regarde la télévision, je vois des gens qui se pavanent, je vois des décisions qui sont prises, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas abordé ce sujet, je pense qu'on est au terme de l'émission, et aujourd'hui, l'État est quand même la première machine à précariser les gens. Il a fallu quand même que ça soit dans vos colonnes, quand on voit qu'un monsieur qui est étranger, est obligé de passer par les médias pour avoir un renouvellement de titre de séjour. Mais il n'y en a pas qu'un. Aujourd'hui, si on additionne le nombre de gens, de travailleurs étrangers sur notre territoire, en situation régulière, et qui se retrouvent dans l'égalité, des étudiants qui se retrouvent à arrêter leurs études parce que la machine étatique ne fonctionne pas normalement, et qu'elle se retrouve dans la précarité. Et quand vous avez un bénévole qui est là et qui se retrouve face à un étudiant, on parle des étudiants, mais vous comprenez, moi j'ai fait mon dépôt de demande au mois de novembre, on est bientôt au mois de février, et là, le Crous me demande, je vais perdre mon logement. Je vais perdre mon logement, non pas parce que... Arrive. Pardon ? Et généralement, ça arrive. Mais oui, et je vais perdre mon contrat d'apprentissage. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un exemple. La CAF, vous avez l'anomalie à la CAF, mais on vous coupe les allocations. Et puis on étudie après. La caisse de retraite, vous n'avez pas envoyé votre impôt par Internet, on vous coupe vos allocations. Donc déjà, et quand vous avez des bénévoles qui sont confrontés en permanence à se dire, mais finalement je rame, j'écope, alors qu'en face j'ai des élus, j'ai un pouvoir en place qui fait tout le contraire de ce que je fais, quand vous ramez à contre-courant, vous étonnez pas si la mobilisation elle est plus aussi forte. Et donc si on veut que le bateau France ne prenne pas l'eau, et il faut que tout le monde rame dans le même sens. Et là aujourd'hui, on a un capitaine qui donne une direction, et on a des soutiers que sont les bénévoles qui vont dans une autre direction. Et donc je pense qu'aujourd'hui, je ne parle même pas d'argent.
c'est qu'à partir du moment où on se dit que maintenant, à partir de maintenant, la charge de la preuve, elle est du côté de l'État et plus de la côté de celui qui demande une aide. Quand je demande une carte de séjour, on doit me la donner. Si j'ai déjà eu, on doit me la donner. Et si on ne me la donne pas, on doit me donner une réponse dans un délai. Quand j'ai un problème avec la CAF, on doit me prévenir, il y a un problème, mais on continue à me payer mes allocations. Et s'il y a un trop perçu, c'est pas la CAF qui va déposer le bilan si elle récupère son trop perçu. Par contre, de couper les vivres pendant 2-3 mois à une famille parce qu'il manque un papier, c'est juste insupportable parce qu'ils viennent chez nous. Et ces gens-là, on pourrait éviter qu'ils viennent chez nous. Et donc, et ça, on en a 1000 et un exemple. Mais est-ce qu'on veut bien nous écouter? Et est-ce qu'on veut bien nous prendre les mesures qui s'imposent? Et là, les bénévoles, quand il y aura de la cohérence, je ne parle pas de cohésion, je parle de cohérence, et qu'on ne fonctionne pas à 2 niveaux, à ce moment-là, je suis sûr que les Français se réinvestiront. Là, on a vraiment un sentiment qu'il y a une France qui marche pour les uns et une France qui ne marche pas pour les autres. Alors justement, on parle des bénévoles, mais pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de s'engager, mais qui ne savent pas comment Il faut faire. qu'on leur donne le goût quand même. Voilà, justement. Il faut qu'on leur donne l'envie. On ouvre la boîte à idées. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les encourager, pour leur dire de venir? Nous, d'abord, on les accueille parce qu'on est des gens sympas et que l'ambiance dans les centres, c'est extrêmement sympathique. Moi, je peux en témoigner. Vous voyez, il y a des repères comme ça dans un centre. On mange le jeudi midi ensemble, on partage un petit coup d'apéritif et puis on mange ensemble ce qu'on a amené. Et bon, c'est super sympa, hein. Il y a une manière de socialiser aussi quand on est bénévole, on est à la retraite, ça donne un sens à sa vie quand même, hein. Faut dire les choses comme ça. On a moins peur quand on est bénévole parce qu'on voit les autres de près. Hein. On vit plus en silo comme on vit lorsqu'on est sur Instagram toute la journée. On voit des gens différents. Et ça, c'est une richesse incroyable. Il faut le dire, ça aussi. Il faut dire aussi que nous, et je pense que d'autres associations le font, on forme les bénévoles. On les forme à des logiciels d'approvisionnement, à des logiciels d'inscription, à la relation à la personne accueillie, à l'accompagnement, au retour à l'emploi. Bref, c'est une expérience en soi. Enfin, il y a une expérience humaine et sociale, si j'ose dire, qui est formidable, quoi. Et puis, amicale. Enfin, je veux dire, il y a des bénévoles que je connais très bien, qui manqueraient pour rien au monde une ouverture de centre, parce qu'ils savent qu'ils y trouvent des gens bien, comme eux, qui croient aux mêmes choses, qui sont différents d'eux, qui ont des parcours complètement différents, mais qui pour autant s'entendent bien et conjuguent leurs efforts pour répondre à la demande. Ça, c'est ça le bénévolat. Oui. Alors, à Nice Matin aussi, Émilie, on s'est demandé comment on pouvait donner un coup de main à notre façon. Oui, exactement. Dès demain, lundi 15 janvier, toutes les agences du groupe Nice Matin deviennent des points de collecte pendant 1 mois pour les personnes qui se trouvent en difficulté dans nos villes. Alors, vous pouvez donner des aliments non périssables, des produits d'hygiène féminine et des sous-vêtements. Dans 1 mois, le 11 février, tous les dons récoltés seront reversés à des associations caritatives locales. De Menton, Nice, Cannes-sur-Mer, Antibes, Cannes-Grasse, ça s'étend sur tout le territoire. On vous donne rendez-vous sur le site de Nice Matin et dans le journal pour connaître l'horaire de la collecte. Bien, ce sera le mot de la fin, FIN bien sûr. Merci à tous pour votre présence. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini qui ont réalisé cette émission, que vous pourrez retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur toutes les chaînes du groupe Nice Matin. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à suivre le dossier spécial que va consacrer Nice Matin à la précarité, qui paraîtra ce lundi dans tous les bons kiosques, il n'y en a pas de mauvais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et à très bientôt.